Bienvenue dans votre journal de l'international et merci d'avoir choisi Tchad Info TV pour vous informer. À la une de ce journal, incendie dans une raffinerie de pétrole au Kurdistan irakien mercredi soir. Le bilan fait état d'au moins 10 blessés. Détails à suivre dans ce journal. Également à la une, la concurrence chinoise menace les tissus traditionnels Yoruba tant à l'indigo au Nigeria. Le prix moins cher des tissus chinois inquiète les commerçants nigérians. Nous parlerons aussi dans cette édition de l'agression de Faisal Halim, footballeur international malaisien, brûlé après avoir été aspergé d'acide. C'est tout pour les titres à développer dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Au moins 10 blessés dans une raffinerie de pétrole au Kurdistan irakien. Un important incendie qui s'est ensuite propagé à des réservoirs renfermant des tonnes de carburant dans des raffineries du nord de l'Irak. Parmi les victimes se trouvent des sécuristes de la défense civile qui éteignent le feu ce jeudi au Kurdistan autonome. Yves Ismaël. L'incendie dont la cause reste pour l'heure inconnue est parti mercredi soir d'un important réservoir de pétrole brut avant de gagner une seconde raffinerie voisine sur une route au sud-ouest d'Erbil, capitale du Kurdistan autonome selon la défense civile. En pleine nuit, les pompiers mobilisés ont tenté d'éteindre les flammes qui provoquaient d'immenses volutes de fumée noire, selon un photographe de l'AFP. 10 sécuristes ont été pris de difficultés respiratoires tandis que 3 autres, souffrant eux de brûlures, sont soignés à l'hôpital, a annoncé lors d'une conférence de presse le gouverneur d'Erbil, Omid Kosnao. Il a fait état de 4 camions pompiers incendiés, estimant que les pertes essuyées par la raffinerie d'où est parti l'incendie s'élevaient à près de 8 millions de dollars. Jusqu'à maintenant, nous ne savons pas quelles sont les causes, a souligné le gouverneur, estimant qu'il pourrait s'agir probablement d'un coupe-circuit électrique. Le réservoir principal qui a brûlé contenait plus de 5000 tonnes de carburant, a-t-il dit. Avec la hausse des températures en Irak, le pays habitué aux étés caniculaires, a connu ces dernières semaines plusieurs incendies qui ont touché des centres commerciaux, des entrepôts, voire des hôpitaux. L'Irak est régulièrement le théâtre d'incendies ou d'accidents domestiques mortels, bien souvent à cause du non-respect des normes de sécurité, notamment dans les secteurs de la construction et du transport. Malgré d'immenses richesses en hydrocarbures, le pays souffre d'infrastructures en déliquescence, ravagées par des décennies de conflits et de mauvaise gestion publique teintée de corruption. En décembre 2023, au moins 14 personnes ont péri dans un incendie touchant un immeuble qui abritait des logements universitaires réservés aux étudiants, aux professeurs, au Kurdistan. Les tissus traditionnels Yoruba menacés par la concurrence chinoise. Ce tissu teint à l'indigo est l'emblème de la culture des Yoruba, l'un des groupes ethniques majoritaires au Nigeria. Face à l'inflation, les Nigérians apprécient de plus en plus les contrefaçons chinoises de ce tissu qui sont moins chers, ce qui remet donc en question l'industrie traditionnelle du vêtement. Nous vous proposons de suivre le commentaire de Yves Ismaël. Ce textile populaire tient à l'indigo est l'emblématique de la culture des Yoruba, l'une des principales ethnies du pays. Les contrefaçons d'Adir chinoises sont appréciées par les consommateurs nigérians, mais pénalisent grandement l'industrie du textile des Yoruba au Nigeria. À 80 km de Lagos, Somodal Akomo Amoza, 86 ans, présidente depuis 22 ans du grand marché de l'Adir à Abeokuta, dans le sud-ouest du pays, explique avoir assisté, impuissante à l'arrivée de la concurrence chinoise il y a une dizaine d'années. Malgré les difficultés, Somodal Akomo Amoza refuse de voir les producteurs nigérians d'Adir utiliser des machines pour réduire les coûts de production et donc de vente de leurs tissus comme le font les Chinois. Cela nuirait à la tradition et à l'originalité des produits, estime celle qui est l'une des rares marchandes d'Adir à ne pas céder à la tentation chinoise. En plus de la concurrence chinoise, elle déplore la crise économique qui secoue le pays et empêche selon elle la population d'avoir assez d'argent pour s'offrir des tissus d'Adir traditionnels.
Cette crise, l'une de ses pires depuis des années au Nigeria, a été aggravée par les réformes économiques du président nigérian Bola Tinubu, au pouvoir depuis un an, qui ont enrichi le coût de la vie. Les visiteurs sont également de moins en moins nombreux à passer commande directement au centre principal de production d'Adir, d'Abeokuta, situé à quelques minutes à pied du marché, affirme Madame Ogun Yinga, productrice d'Adir de 55 ans. L'an dernier, Olusegun Obasanjo, ancien chef d'État du Nigeria de 1976 à 1979, puis de 1999 à 2007, avait demandé aux autorités de mettre fin à l'importation des contrefaçons d'Adir chinoises au Nigeria. Mais rien n'a changé depuis. En 2020, l'État fédéral nigérian et le gouvernement de l'État d'Ogun ont également lancé un site internet permettant aux marchands de vendre leur Adir original de haut de gamme dans l'ensemble du pays, mais aussi à l'international. Brûlé au 4e degré après avoir été aspergé d'acide près de Kuala Lumpur le mois dernier, le footballeur international malaisien Faisal Halim exprime son espoir de rechausser les crampons dans les prochaines semaines. Un crime devenu récurrent dans ce pays avec des agressions des footballeurs. Aimé Dolinasso. Plus d'un mois après avoir été aspergé d'acide et brûlé au 4e degré, Faisal Halim a l'espoir de pouvoir rapidement rechausser ses crampons, même s'il doit encore observer une période de convalescence. J'espère pouvoir retrouver les terrains d'ici 1 à 2 mois, même si le médecin a dit que cela pourrait prendre jusqu'à 6 mois, a confirmé le joueur de 26 ans qui évolue au Selangor FC, première division malaisienne, dans des propos rapportés par l'AFP. L'international malaisien, qui totalise 32 sélections, a passé plusieurs semaines à l'hôpital où il a subi des multiples allogreffes chirurgicales. Il est toujours marqué par cette agression atroce survenue dans un centre commercial à l'extérieur de la capitale le 5 mai dernier. Et elle demeure pour l'heure toujours impunie. 2 personnes avaient été arrêtées, mais elles ont été relâchées sans aucune charge ne soit retenue contre elles. Et Faisal Halim n'est pas le seul à avoir été récemment agressé en Malaisie. Avant lui, Akia Rachid, également international malaisien, a été frappé avec une barre de fer par des individus qui lui avaient volé de l'argent devant son domicile. Saïra Rahim, ancien footballeur, a lui été menacé avec un marteau par 2 hommes qui ont brisé la vitre arrière de son véhicule. Alors que la police cherche toujours à savoir si ces attaques ont un lien entre elles, le président de la Fédération malaisienne de football, Hamidine Mohamed Amin, a incité les joueurs le plus connus du pays à renforcer leur sécurité en embauchant notamment des gardes du corps pour éviter toutes ces agressions. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi reçoit le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Caire. Arrivé lundi au Caire, première étape de Blinken dans une nouvelle tournée au Proche-Orient pour promouvoir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza après un peu plus de 8 mois de guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël. Commentaire de Rassem Mordum Leila. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu jeudi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour discuter de l'escalade de la situation dans la bande de Gaza, a déclaré la présidence égyptienne. Les entretiens auxquels ont participé le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et le chef des services de renseignement, Abba Kamel, ont porté sur le conflit dans l'enclave palestinienne et sur les efforts de médiation en vue d'un cessez-le-feu et d'un échange de prisonniers et d'otages entre Israël et le Hamas, a-t-elle dit dans un communiqué. Sisi a insisté sur la nécessité urgente d'un cessez-le-feu, citant une crise humanitaire et une famine dans ce terroir côtier assiégé qui menace la vie des civils, en particulier dans la ville de Rafah où près de 1,5 million de réfugiés palestiniens cherchent refuge. Le président égyptien a appelé à une action immédiate pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et a réaffirmé la nécessité de poursuivre une solution politique pour établir un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Anthony Blinken
a salué le rôle de l'Égypte dans la promotion de la paix et a exprimé le souhait de Washington de poursuivre sa coordination avec le Caire afin de renforcer la stabilité et la sécurité dans la région. Les deux parties sont convenues de l'importance d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et s'opposent à toute forme de déplacement des Palestiniens, a conclu le communiqué. La visite d'Anthony Blinken au Caire fait suite à celle effectuée à Jeddah, en Arabie Saoudite, où les discussions ont porté sur la promotion d'un cessez-le-feu à Gaza, la libération de prisonniers et d'otages, ainsi que le renforcement des efforts humanitaires internationaux, a indiqué le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller. Une amende de 200 millions d'euros et une astreinte d'1 million d'euros par jour. C'est la condamnation de la Hongrie par la Cour de justice de l'Union européenne pour ne pas être mise en conformité avec le droit de l'Union européenne en matière d'asile. Les détails avec Yves Ismaël. Saisie par la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné ce jeudi la Hongrie à payer une somme forfaitaire de 200 millions d'euros et une astreinte d'1 million d'euros par jour pour ne pas s'être mis en conformité avec le droit de l'Union européenne en matière d'asile selon la Cour. Budapest n'a pas exécuté un de ses arrêts en décembre 2020 qui jugeait que la Hongrie n'avait pas respecté les règles du droit de l'Union en matière notamment de procédure relative à l'octroi de la protection internationale et au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et ne les respecte toujours pas. Sous l'égide du dirigeant au pouvoir depuis 2010, le pays d'Europe centrale a bâti des clôtures à ses frontières et restreint le dépôt des demandes d'asile aux ambassades à l'étranger. Une politique qui lui a déjà valu plusieurs condamnations de la Cour de justice de l'Union européenne. Viktor Orbán a aussitôt fustigé cette décision. L'amende de 200 millions d'euros plus 1 million d'euros par jour pour avoir défendu les frontières de l'Union européenne est scandaleuse et inacceptable, a-t-il réagi sur le réseau social X, ajoutant que les migrants illégaux semblaient plus importants pour les bureaucrates de Bruxelles que leurs propres citoyens européens. La Hongrie, hostile à l'accueil de demandeurs d'asile, a déjà été condamnée par la justice de l'Union européenne comme la Pologne et la République tchèque pour avoir refusé un quota d'accueil de réfugiés décidé dans le cadre du programme européen lancé au moment de la crise de l'accueil des migrants en 2015. Ce pays s'est aussi opposé au pacte européen sur la migration et l'asile, une grande réforme adoptée mi-mai par l'Union européenne, prévoyant notamment un mécanisme de solidarité obligatoire envers les États membres confrontés à une pression migratoire. Cette solidarité peut se traduire par l'accueil de demandeurs d'asile ou par une contribution notamment financière. Le parti nationaliste Zulu Inkatha IFP annonce son ralliement à l'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud. Perdant sa majorité au Parlement, l'ANC est obligé de se faire des coalitions pour gouverner. L'IFP dispose quant à lui de 17 sièges sur 400 à l'issue des législatives sud-africaines. Rassamordim Leila nous en donne les détails. Le parti nationaliste Zulu Inkatha Freedom Party, qui dispose de 17 sièges sur 400 à l'issue des législatives sud-africaines, s'alliera à l'ANC au pouvoir et qui a perdu sa majorité historique pour former un gouvernement de coalition, a-t-il annoncé mercredi à la presse. Il est temps pour l'IFP de renforcer le gouvernement, a annoncé son dirigeant Velenkosini Labisa, alors que le président Cyril Ramaphosa a appelé de ses vœux un gouvernement d'union nationale. Nous donnons la priorité à la stabilité aux intérêts de l'Afrique du Sud, comme nous sommes engagés à le faire tout au long de la campagne électorale, a expliqué Labissa lors de cette conférence de presse. Au sein de ce futur gouvernement, l'IFP apportera l'intégrité, la stabilité et la volonté de faire progresser notre pays et son peuple vers un avenir meilleur, a-t-il ajouté. Le Congrès national africain de Ramaphosa a obtenu seulement 40% des voix à l'issue du scrutin fin main, enregistrant son score le plus faible depuis l'avènement de la démocratie en 1994. Sans majorité absolue à l'Assemblée, il doit désormais nouer des alliances pour gouverner. La Démocratique Alliance, premier parti d'opposition, a obtenu 87 sièges de députés sur la base d'un programme libéral et devrait vraisemblablement contribuer sous une forme ou une autre au gouvernement de coalition. Le ralliement de l'IFP à ce futur gouvernement semble accréditer l'hypothèse d'une alliance ANC-DA-IFP largement mise en avant par un bon nombre d'observateurs comme la plus probable. Au sein de l'ANC, certaines voix ont fait entendre leur opposition à une alliance avec la
Ennahda, parti préféré du monde des affaires, mais souvent encore perçu comme le parti des Blancs. Des milliers de personnes ont manifesté mercredi devant le Parlement arménien pour exiger la démission du Premier ministre Nikol Pachinian. Des dizaines de manifestants blessés aux jambes ou à l'abdomen par l'usage des grenades assourdissantes par la police ont été transportés vers des hôpitaux dans les ambulances. Commentaire d'Aimé de l'INASSO. Des dizaines de personnes ont été blessées mercredi en Arménie lors d'une manifestation devant le Parlement pour exiger la démission du Premier ministre Nikol Pachinian. Après que la police a fait usage des grenades assourdissantes, a rapporté un photographe de l'AFP. Ce pays du Caucase est secoué depuis des semaines par un mouvement de contestation en réaction à la cession de plusieurs villages frontaliers à Azerbaïdjan. Les deux pays se sont livrés de guerre à raison des différends territoriaux ces 30 dernières années. Mercredi, des milliers de personnes se sont rassemblées pour exiger le départ de Nikol Pachinian qui s'exprimait devant les députés. Ce rassemblement a donné lieu à des scènes chaotiques, les manifestants tentant d'enfoncer le cordon policier et la police faisait usage des grenades assourdissantes. Les manifestants blessés ont été transportés vers des hôpitaux dans des ambulances, certains ayant des blessures aux jambes ou à l'abdomen, a constaté un photographe de l'AFP. Selon les autorités médicales du pays, au moins 79 personnes ont demandé une assistance médicale. Le ministère de l'Intérieur a rapporté l'arrestation de 98 personnes avoir désobéi aux demandes légitimes de la police. Selon lui, 6 policiers ont été blessés. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour l'organisation des meutes. La contestation contre Nikol Pachinian est menée par le charismatique archevêque Bagrat Galstanian qui a arranqué la foule mercredi en dénonçant les cessions du territoire à Azerbaïdjan qu'il juge illégales. Et c'est ici que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau journal de l'international. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV.